Michaela Perrier a forgé sa carrière en aidant les autres, notamment les adultes ayant une dyslexie, grâce à son soutien et aux livres numériques qu'elle a publiés sur le sujet. Elle travaille maintenant comme psychométricienne spécialisée dans les tests psychologiques pour la réadaptation des anciens combattants canadiens. Son propre parcours avec la dyslexie a commencé tôt. Elle a été diagnostiquée en 2e année du primaire. Michaela Perrier a accepté de partager avec nous son histoire inspirante. Au début de l'entretien, je lui ai demandé de nous décrire comment se sont déroulées ses premières années à l'école. Ouais, donc mes premières années étaient quand même assez difficiles parce que on cherchait vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passait de mon côté. Puis jusqu'avant qu'on ait appris que j'avais la dyslexie, que j'étais dyslexique, il y avait beaucoup de questionnements. Puis des questionnements qui touchaient un peu un côté émotionnel puis un côté académique. Fait que, tu sais, on veut toujours performer comme avec les autres alentours de nous. Puis à un jeune âge, je comprenais pas exactement pourquoi que les autres avaient autant de facilité à faire certaines choses, puis que moi j'avais tant de difficultés, plus spécifiquement lire puis écrire dans le fond. Et à quel âge vous avez été diagnostiqué? Ouais, donc j'ai été diagnostiqué pour la première fois en 2e année. Et puis, j'ai été diagnostiqué quand j'ai débuté l'université pour raison bureaucratie qui avait besoin d'avoir une deuxième approbation vu que ça faisait plusieurs années que j'étais plus à l'école puis pour avoir les accommodations, tout ça. Mais la première, 2e année. Puis, quel genre de soutien que vous avez eu lorsque vous étiez à l'école primaire, là, quand vous étiez jeune? Différents supports à différents moments. Il y a des moments où que j'ai enregistré mes réponses sur des cassettes. J'étais assez vieille pour me souvenir quand que c'était des cassettes puis qu'on pesait record. Il n'y avait pas d'écran tactile ou rien de ce genre-là. Donc, ça, c'était une des choses. J'ai eu plus de temps sur mes examens. Et puis, d'autres accommodations qui fonctionnaient dépendamment du besoin et puis de l'âge que j'avais, évidemment. Puis, qu'est-ce qui était le plus difficile quand vous aviez 8, 9, 10 ans à l'école? De quoi vous vous souvenez? Le plus difficile, c'était vraiment un côté émotionnel pour la raison que je me sentais vraiment différente du reste de la classe, du reste de mes amis. Eux faisaient des choses qui étaient si simples puis qui étaient si compliquées pour moi. Puis à un jeune âge, notre job, c'est d'aller à l'école, puis notre paye, c'est les notes. Puis moi, mes notes en souffraient toujours parce que la j'avais pas toujours la facilité à trouver les bons mots ou même savoir comment les écrire. Puis je me sentais vraiment mise à part au point tel qu'un peu comme j'ai mentionné que j'enregistrais ma voix sur des cassettes. Mais ça se passait dans une classe à part. So, non seulement je me sentais mise à part d'un côté social, mais aussi physiquement durant certains moments. J'allais dans une autre pièce pour faire mes examens. Ouais. Puis là, vous avez passé à travers les années, le primaire, le secondaire. Comment ça s'est passé? C'était difficile. C'était vraiment difficile, mais j'en ai venu à bout au point tel que j'ai pu rentrer au collège quand que j'ai terminé le secondaire. Fait que j'ai étudié en informatique à ce moment-là. Mes côtés primaires, secondaires, c'était vraiment ardu. C'était vraiment ardu à toujours devoir d'une façon prouver à moi-même avant n'importe qui d'autre. Puis d'essayer de performer aussi bien que tu le sais que tu es capable de performer. J'ai eu la chance que ma mère a vu d'un jeune âge que j'avais un grand vocabulaire, que j'avais une facilité à comprendre les choses.
mais que quand ça venait à le démontrer d'une façon écrite, que là, c'était pas démontré. Donc, ouais, ça a toujours été tough, comme on dit en bon français. Puis est-ce que votre mère, quel rôle qu'elle a joué là, quand vous étiez au primaire, au secondaire? Mais c'est elle qui allait aux réunions d'école. Fait qu'elle tu sais, était toujours un grand support de ce côté-là. Ma mère, elle a aussi été prendre une technique sur comment lire et écrire spécifiquement pour les enfants dyslexiques. Puis elle m'a réappris le français que je devais faire à chaque soir. Fait que j'avais 1 heure de plus de français à chaque soir après ma journée d'école, après avoir fait mes devoirs, ce genre de choses-là. Mais la plus grande chose que ma mère elle a faite, c'était vraiment de me supporter, puis de m'encourager, puis de toujours être là derrière moi, à me rappeler que j'ai de quoi apporter. Puis, qu'est-ce qui vous a poussé à étudier en sciences cognitives à l'université? Ouais, donc j'ai travaillé pour une commission scolaire où mon travail c'était d'intégrer des technologies dans les salles de classe. Fait que dans le fond, comment utiliser des iPads ou des ordi d'une façon pédagogique. Puis vu ma dyslexie, ils m'ont donné le mandat de intégrer un logiciel qui s'appelle Read and Write. Puis par l'entremise de ce volet-là que je devais faire au travail, ça m'a vraiment questionné sur comment que ces enfants-là apprenaient quand leur cerveau fonctionnait, mais par la suite, comment que mon cerveau fonctionnait. Puis j'ai passé des nuits blanches à lire, puis à chercher, puis tu sais, ardu comme que c'était encore plus à ce moment-là de pouvoir tu sais, pleinement comprendre les choses d'une façon littéraire. Puis j'ai décidé à un certain moment donné de laisser mon emploi de côté, puis de rentrer à l'université dans ma mi-vingtaine pour pouvoir comprendre mieux c'est quoi qui se passe. Puis là, à l'université, vous avez fait des recherches qui portaient sur la compréhension de la dyslexie et d'autres communautés neurodiverses avec l'objectif de toujours supprimer les différents obstacles pour les adultes. Ouais, fait qu'il y a 2 volets à la question que tu mentionnes ici. Fait que la thèse de mon bac était sur la mémoire de travail, qu'on appelle en anglais working memory, puis des enfants à risque de difficultés en lecture. Donc, ma recherche était sur ça, puis ma thèse spécifiquement. Ceci dit, durant le temps que j'étais à l'université, j'ai aussi écrit un e-book que j'ai auto-publié sur la dyslexie chez l'adulte parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'informations de ce côté-là. On a quand même assez d'informations pour les enfants, mais quand on tombe adulte, on a moins d'informations. Puis c'est vraiment d'un côté au moment adulte que les gens sont le plus, c'est qui ont le moins de support. Tu sais, quand tu es au travail, c'est pas la même chose que quand tu es à l'école primaire ou secondaire, puis tu as tous les appuis possibles qui peuvent être donnés. Donc, je voulais vraiment sortir de quoi pour que d'autres adultes dyslexiques aient de quoi qu'ils puissent se référer à. Là, aujourd'hui, vous avez écrit un e-book. Est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que c'est rendu quelque chose d'un peu plus facile qu'avant? Comment ça s'est passé le processus d'écriture du livre? C'est toujours difficile d'écrire. C'est toujours bien difficile, mais par l'entremise des études que j'ai faites, j'ai trouvé des moyens de pouvoir rendre ça un petit peu plus accommodant. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'utilise plus des cassettes, on a nos iPhones, on a nos ordi, puis on a tellement d'outils dessus que ça soit, parler à l'ordi pour pouvoir avoir un bon mot d'écrit que je cherchais, ou avoir la synthèse de ce que tu viens d'écrire relis par l'ordinateur, ces genres de choses-là. Fait que non, c'est toujours difficile. Cependant, j'ai développé
c'est pas exactement une passion, mais j'aime bien écrire. Maintenant que je comprends comment ça fonctionne, je trouve ça vraiment intéressant. Puis une des plus grandes raisons, c'est que c'est dur de rapatrier toute l'information qu'on a en un endroit pour que les gens puissent facilement aller la retrouver. C'est vraiment juste dans l'écriture qu'on a ça. C'est vrai qu'il y a des podcasts, c'est vrai qu'on a des documentaires, on a des films, mais trouver un extrait dans un film de 3 heures, puis tu as juste besoin de cette ligne-là de texte, c'est quand même assez ardu. Tandis que quand c'est un livre digital, par exemple, tu peux aller cliquer sur la petite loupe, puis tu cherches c'est une coupe de keywords, puis tu peux avoir l'information plus facilement. Fait que je pense que non seulement j'ai un peu développé développer une facilité avec les outils qu'on a aujourd'hui, mais je voyais aussi l'importance d'écrire ça dans le fond, là. Puis là, en ce moment, vous travaillez pour un psychométricien, donc vous faites des tests psychologiques pour la réhabilitation des vétérans. Est-ce que vous avez différents obstacles un peu dus à la dyslexie dans votre quotidien? Et si oui, est-ce que la technologie, des fois, peut encore venir vous aider? Ouais, tu vois, en tant que psychométricienne, c'est sûr que ma journée de travail consiste toujours à écrire, lire, que ça soit de lire des rapports ou d'en écrire par des courriels. Fait qu'à chaque jour, du matin au soir, je lis puis j'écris ces travails qui m'a été que, que, que j'ai présentement. Puis c'est toujours un challenge, mais après avoir écrit une thèse universitaire, même si c'est juste une thèse d'un bac, c'est sûr que c'est pas une soixantaine de pages à chaque jour des termes les plus complexes connus par l'être humain. Donc, puis il y a toujours des façons de trouver de se trouver des trucs dans le fond pour pouvoir rendre les choses plus faciles. Quel genre d'outils est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle des fois pour faire certains courriels ou ou un correcteur? Qu'est-ce que vous faites là, sur une base quotidienne? Ouais, fait que l'intelligence artificielle, c'est génial qu'on a ça maintenant pour les dyslexiques, puis tellement d'autres choses. Cependant, c'est certaines de l'information doit rester confidentiel, puis ces genres de choses-là, puis en utilisant ces outils-là, ça reste plus confidentiel. Donc, j'ai pas cette opportunité-là présentement. Cependant, c'est définitif que des correcteurs existent. Je me laisse des notes. Fait que c'est souvent similaire qu'est-ce que j'écris. Donc, je sais que telle section devrait avoir telle information. Fait que je me laisse des notes pour pouvoir savoir que ces choses-là vont là. Puis, je fais beaucoup de Google pour qu'ils me disent « Did you mean? » Fait que des fois, je sais rien qu'un mot rapidement que je cherche, puis je vais aller le mettre dans Google, puis je sais qu'il est mal écrit, mais Google va faire comme « Ah oui, ce grand mot scientifique-là, c'est ça que tu cherches. » Ou je peux aller directement sur une page Wikipédia, puis aller chercher les autres termes. Fait que des fois, je fais comme écrire un des termes, et peut-être pas les autres qui allent avec. Fait que en ayant l'Internet, dans le fond, à la disposition du bout de mes doigts, ça l'aide beaucoup pour pouvoir trouver ces infos-là que j'ai besoin. Est-ce que vous avez senti le besoin de dévoiler le fait que vous étiez dyslexique quand vous avez postulé pour ce poste-là ou au début de votre entrée en fonction? Toujours une bonne question, ça. Je crois que chaque adulte dyslexique se pose toujours la question. Puis il y a un peu un côté de, comme on dit en anglais, self-preservation. C'est essayer de s'assurer, parce qu'il y a du stigma qui vient avec ça. De mon côté, en ayant écrit le e-book
Puis en étant d'avoir fait de la recherche sur ces choses-là, c'est sur mon LinkedIn. Fait que, tu sais, peu importe l'employeur qui serait intéressé, tu sais, à qu'est-ce que j'ai apporté, a accès de voir que je suis dyslexique. Cependant, c'est définitif que c'est toujours quelque chose qui était dans mes pensées. Tu sais, se demander est-ce qu'il va y avoir de la discrimination, est-ce qu'il va y avoir, tu sais, est-ce que je pourrais manquer des opportunités à cause de ces genres de choses-là. Cependant, à ce point-ci dans ma vie, j'ai quand même une bonne un bon paper trail, tu sais, je peux démontrer que je suis capable de, de faire ce genre de choses. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup rendu où que je suis dans ma vie. Il y a auparavant, avant que je fasse mes études en sciences cognitives, j'aurais eu beaucoup plus d'anxiété à en parler parce que les gens comprennent pas exactement c'est quoi, puis ils comprennent pas qu'on trouve des façons de manœuvrer entre ça. Puis votre mère aujourd'hui, elle doit être fière de vous? Oui, je présume, mais pas ici, fait que je veux pas parler pour elle. Cependant, c'est définitif que tout au long de mon primaire et mon secondaire, on ne croyait pas que ce serait moi qui irais à l'université ou que c'est moi qui écrirais une thèse ou euh, qui aurait le travail le plus demandant d'un côté littératie. Cependant, ma mère elle m'a toujours dit que peu importe qu'est-ce que je mets dans mes pensées, que je peux y arriver. Puis je pense que ça m'a toujours suivi. Puis ouais, pas ici, mais tu sais, chaque fois que je lui parle, que je fais des choses, elle est toujours bien excitée pour moi, puis ouais, ça me rappelle que tu comment ça s'est passé, puis fait que non, je pense qu'elle est quand même fière, là, ouais. Il y a quand même beaucoup d'obstacles pour les adultes dyslexiques une fois qu'on sort du primaire, du secondaire. Euh, vous avez été en contact avec beaucoup d'adultes qui avaient besoin de support. C'est quoi les grands termes qui sont souvent ressortis? C'est souvent un côté émotionnel, puis un côté, tu sais, on est dans un monde hyper littéraire, tu sais, on est un monde qu'on doit lire et écrire, que ça soit remplir des papiers au gouvernement à cause de, tu sais, peu importe, tu sais, genre, c'est la saison des taxes, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe, ou que ce soit aller au médecin, puis devoir lire ta prescription que tu viens d'avoir, puis t'assurer qu'elle est bien suivie. Fait que je pense que il y a toujours ces petits côtés-là d'évitance, tu sais, avoidance, essayer de laisser ça de côté. Cependant, euh, j'ai lu certains articles scientifiques qui parlaient de gens qui, par exemple, mentaient à leurs amis pour toujours aller au même restaurant. Parce qu'ils voulaient pas lire un nouveau menu dans un autre restaurant. Fait qu'ils disaient, ils inventaient qu'il y avait euh, une allergie ou que ça soit le gluten, peu importe c'était quoi. Puis fait que ça met les gens dans des situations où ils peuvent pas être ouvertement eux-mêmes. Si on vit dans un monde qu'on peut pas être ouvertement nous-mêmes, ben là, ça veut dire qu'on porte des masques. Puis si on porte des masques, ben les gens ne peuvent pas voir quand on a besoin de support. Puis de notre côté, on peut pas être complètement nous-mêmes si on est toujours prise à être sur les aguets pour qu'est-ce que les gens peuvent penser puis tout ça. Fait qu'on dirait que plus jeune, les gens dyslexiques sont plus portés à se concentrer sur quelle est leur note, comment écrire, comment lire, puis plus tard, ils font tout pour pas lire et écrire. Je pense que je suis un peu une outlier là-dedans. La plupart des autres dyslexiques que j'ai rencontrés préfèrent pas être dans des domaines où ils doivent lire et écrire toute la journée. Je pense que c'est pour ces raisons-là, parce que ça demande à chaque jour de faire face aux lacunes ou aux difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie en tant qu'adulte. Comment est-ce que vous expliquez que vous, c'est un peu le métier que vous avez choisi? Est-ce que c'est une passion pour les lettres, pour les mots? Comment est-ce que vous expliquez votre cheminement vers ça?
Ouais, c'est une très bonne question. Je vais dire que j'avais pas plané que je serais en train de faire qu'est-ce que je fais. C'est la vie qui m'a emporté là. Moi, de mon côté, tu sais, c'est définitif que avoir des choses où que c'est plus créatif, constructif avec tu sais, avec mes mains ou tu sais, c'est là où que j'ai le plus de facilité. Cependant, j'étais vraiment curieuse sur comment que le cerveau fonctionnait, puis d'une chose à une autre, ben, tu sais, j'ai eu la chance d'être dans des cours où qu'on apprenait comment apprendre, comment les humains enregistrent de l'information dans leur système cognitif. Donc, tu sais, ces choses-là ont tout eu un impact et petit peu par petit peu, je me trouvais des nouveaux trucs, puis je me trouvais des nouveaux trucs. J'aime toujours dire qu'avant l'université, je savais pas comment lire puis écrire. Puis évidemment, je savais comment lire puis écrire. J'étais allé au collège, j'avais des travaux, tu sais, j'avais des jobs, puis j'étais capable, mais pas au niveau de qu'est-ce que je fais présentement. Puis ça m'arrive souvent que je rencontre d'autres personnes dyslexiques puis que je leur dis, ils disent comme, t'as fait tout ça, comme, comment tu fais ça? Puis je leur dis toujours, tu sais, j'ai peut-être été creusé plus loin que la plupart devraient. Puis je pense que ça a aussi un impact à travers tout ça. Si je me suis rendu tout là, puis j'ai maintenant tout ce skill set-là, pas l'utiliser semble comme un peu comme, comme un manque. Ouais. Puis là, en plus de votre emploi comme psychométricienne, vous faites encore un peu de recherche, notamment là, cet été à l'hôpital général de Montréal. J'ai vu que vous aviez présenté aussi une affiche à la Société canadienne de psychologie. Est-ce que c'est parce que la recherche continue d'être une passion, d'être une chose à laquelle vous voulez vous dédier dans le futur? Définitif. Je parlais de créativité, puis je pense que, tu sais, comment que j'ai une facilité avec les choses plus créatives, puis la recherche demande de la créativité. Écrire est seulement une petite partie de la recherche quand les gens font des études supérieures, que ce soit un master's ou un doctorat. Par exemple, le doctorat, c'est actuellement 5 ans, mais ta thèse, tu l'écris seulement dans la dernière année. Fait qu'il y a beaucoup de ce moment-là, c'est de regarder des données puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse le plus à travers de tout ça, la recherche, c'est vraiment l'impact qu'on peut avoir sur le monde. Parce que un petit papier de recherche, des fois, ça peut sembler insignifiant, mais ce papier de recherche-là, lu par la bonne personne, que ce soit un prof, que ce soit un autre chercheur ou ces genres de choses-là, peut avoir un impact plus grand que qu'est-ce qu'on on voit. Donc, c'est définitif que oui, la recherche, c'est mon cœur est maintenant que je suis allé à l'université, puis j'ai appris c'était quoi, puis que je comprends comment ça fonctionne. Je trouve ça vraiment cool. Puis, c'est pas la fin de mon histoire en tant que chercheur. Ouais. Puis où est-ce que vous voyez dans 5 ans, 7 ans, 10 ans, est-ce que vous avez un objectif en tête ou... C'est définitif que je veux retourner à l'université. Là, j'ai un bac. Puis j'aimerais vraiment ça pouvoir aller pour mon master's. Puis le rêve ultime, ce serait d'avoir un doctorat un jour. Mais si tu fais ça comme rêve, il y a beaucoup de il y a beaucoup de sacrifices. il y a beaucoup de ouais, exactement le bon mot. Il y a beaucoup de sacrifices qui se passent, puis donc je pense qu'on n'a pas besoin de rusher à faire toutes les choses, puis on peut prendre notre temps, puis quand même développer des affinités pour autre chose. Puis c'est aussi que ça prend beaucoup d'énergie, donc avant de se lancer, faut vraiment avoir l'idée qui est derrière nous. Cependant, comme je dis, ouais, la recherche, c'est définitif que j'y retourne. Puis là, la question, c'est est-ce que je vais plus d'un côté clinique? Est-ce que je vais plus d'un côté recherche? Est-ce que je fais un peu de clinique pour après ça pouvoir
continuer en la recherche puis pouvoir avoir des emplois qui marchent avec un horaire un peu plus variable pour que je puisse continuer à faire de la recherche. C'est définitif que j'aime bien ça faire beaucoup de choses. Fait que, j'aurais 5 ans passés, j'aurais pas pensé d'être ici en train de te parler de ma recherche sur la dyslexie que j'ai fait. Fait que d'une autre façon, je veux pas me limiter à qu'est-ce que mon imagination peut penser. Je suis aussi prête à laisser la vie m'amener les prochaines opportunités qu'il y a à découvrir. Ce sont des beaux projets. Donc, on termine les entrevues toujours un peu avec la même question. On demande aux gens, avec le recul, quels conseils vous donneriez-vous quand vous étiez en 3e année, disons à 8-9 ans, sachant ce que vous sachez aujourd'hui? Décourage pas, continue. Tu vas figurer. Cherche le plus de ressources, d'informations que tu peux, une curiosité et une soif de savoir. Donc, prends ça à ton avantage, puis décourage pas. Ta 3e année, c'est pas la fin de ton histoire. Il y en a tellement plus à vivre et à apprendre. Parfait. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli sur le podcast.